Et si on s'intéressait au Burundi, ce pays de l'Afrique de l'Est qui nous a offert un spectacle, que dit un film plus ou moins difficile à expliquer. En milieu de semaine, le général Godefroid Niyombare annonce que le président Pierre Nkurunziza est destitué, son gouvernement dissous. En réunion à Dar es Salaam en Tanzanie, le président Pierre Nkurunziza appelle au calme dans son pays sur son compte Twitter. Quelques heures après, des affrontements en cours pour le contrôle de la chaîne d'État, le général Godefroid annonce sa reddition, lui aussi, et Pierre Nkurunziza félicite l'armée. Mutation évoque une guerre fratricide et les journaux comme La Nouvelle Expression tentent de se demander si la situation au Burundi s'adresse également à l'Afrique tout entière en reparlant de ce qui s'est passé au Burkina Faso avec Blaise Compaoré. La presse qui cette semaine s'est aussi intéressée à cet appel des avocats anglophones, ceux-là du nord-ouest et du sud-ouest qui au-delà du common law appellent plutôt au fédéralisme. Les journaux se demandent ce qui se cache bien si ce ne serait pas des avocats plus ou moins proches du SCNC, ce mouvement sécessionniste. La presse qui, pour finir, s'est intéressée à l'actualité footballistique avec l'enjeu de la reconduction de Volker Finke comme l'entraîneur-sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Le journal Le Messager estime que Volker Finke est devenu une affaire d'État, tandis que le journal Le Jour se demande bien comment autour des réseaux et autres lobbies, l'Allemand a bien pu être maintenu sur le banc des Lions indomptables. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Droit de réponse. Droit de réponse est ce programme qui se propose de disséquer l'actualité telle que vue par la presse afin de susciter le débat. Ici, et comme tous les dimanches d'ailleurs, des journalistes, des acteurs de la société civile, des hommes politiques se relaient sur ce plateau pour tenter de nous faire comprendre ou nous expliquer ce que la presse, elle, n'aurait pas pu. Merci d'être au rendez-vous de Droit de réponse ce dimanche. Dans un instant, nous ferons connaissance avec nos invités. Mais d'abord, un tour dans les kiosques pour savoir comment la presse a traité de ces actualités. Cédric Noufélé, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'être encore au rendez-vous de Droit de réponse ce dimanche. La presse qui s'est intéressée à plusieurs sujets, des sujets politiques entre autres, et de la société, et même du football aussi. D'abord, cette crise d'alternance politique au Burundi qui a suscité très peu d'analyse dans la presse camerounaise. Après 3 semaines d'agitation sociale, La Nouvelle Expression constate que l'armée burundaise est divisée entre pro et anti-troisième mandat de l'actuel président Pierre Nkurunziza. Ce journal évoque également l'inquiétude de la communauté camerounaise face à la montée de l'insécurité au Burundi. Cameroun Tribune parle de confusion à Bujumbura après la tentative de coup d'État menée par l'ancien patron des services de renseignement. Mutation met en lumière les parcours du putschiste Godefroid Niyombare et l'actuel président du Burundi qui s'affrontent pour le pouvoir. Il en ressort que ce sont des frères d'armes. Selon l'analyse de Mutation, Pierre Nkurunziza est un homme capable d'employer la force et la violence pour se maintenir au pouvoir et aucune pression internationale ne peut influencer sa décision. Malgré cela, La Nouvelle Expression croit que le spectre du Burkina Faso plane toujours sur le Burundi. Une autre actualité, cette fois-ci d'envergure nationale, qui a fait les choux gras de la presse au Cameroun. Il s'agit des nouvelles revendications des avocats anglophones inscrits au barreau du Cameroun. La Nouvelle Expression note qu'ils exigent le retour au fédéralisme dans le fonctionnement des institutions, notamment la justice. Pour ces avocats anglophones, seule la langue anglaise doit être utilisée dans les juridictions installées dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Selon La Nouvelle Expression, ils exigent le maintien et la vulgarisation du common law afin de préserver leur identité culturelle anglophone. Au regard de ces revendications, Aurore Plus reproche à ces avocats anglophones de porter la voix du mouvement sécessionniste en refusant de s'adapter à l'évolution du temps et aux réalités camerounaises. Alors que ce bi-hebdomadaire s'interroge sur la faisabilité d'un système fédéral dont la justice, Ouest Littoral tient une autre analyse. Pour ce journal, cette sortie musclée des avocats anglophones relance le débat sur la notion de minorité et autochtone qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive au Cameroun. Leur intention de protéger la minorité anglophone
pousse Ouest Littoral à s'interroger, cette fois-ci, sur qui sont finalement les majorités au Cameroun. Cette semaine, la presse est également intéressée aux coulisses de la reconduction de Volker Finke. La majorité des journaux s'attendait à son limogeage, mais le sélectionneur allemand a été reconduit contre toute attente, précise Aurore Plus. Le Messager constate que le cas Finke est devenu une affaire d'État puisque c'est Paul Biya qui a renouvelé le contrat de Volker Finke. Il a été maintenu pour 2 ans dans la tanière des Lions Indomptables. Pourtant, le Messager souligne que la majorité des acteurs sportifs, le comité de normalisation de la FECAFOOT et le ministère des Sports ont déploré l'inefficacité de Volker Finke et son déficit de personnalité. En clair, Aurore Plus estime que le renouvellement de ce contrat ne répond à aucun critère sportif. C'est donc une reconduction politique qui met en lumière l'ingérence du gouvernement dans la gestion de la Fédération camerounaise de football. À travers les instructions de Paul Biya, ce journal y voit la manœuvre donc de la chancelière allemande en échange de l'aide accordée au Cameroun dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. D'autres tabloïds soupçonnent l'équipementier allemand Puma de tirer les ficelles dans l'ombre pour maintenir son compatriote dans la tanière des Lions Indomptables. Selon les informations du quotidien Le Jour, Volker Finke demande un meilleur cadre de travail et souhaite que ses décisions stratégiques soient respectées à l'avenir. Pour le Messager, le renouvellement de son contrat montre à suffisance que la gestion de l'équipe nationale de football suscite toujours des batailles de clans, tant dans la tanière que dans le sérail. Très bien, merci à vous, Cédric Noufélé, pour cette revue de presse. On se retrouve dimanche prochain. Toujours avec le même plaisir. Sandrine. Merci à vous, Cédric Noufélé. Excellente journée. C'est le temps de faire connaissance à présent avec nos invités. Charles Monguemouémé, bonjour. Bonjour, chère madame. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Merci d'être là ce dimanche. Vous êtes très intéressé par les questions sportives. Alors, si on s'arrête un moment sur ces Lions, les Lions Indomptables, les pouliches de Enongacho qui sont en route qui sont au Canada, déjà pour prendre part à la Coupe du Monde. Et la question des primes est revenue sans cesse dans la presse encore. Au fil des compétitions, est-ce qu'elles accumulent finalement beaucoup de problèmes autour des primes? Pourquoi cette question a du mal à être réglée? Parce qu'il n'y a pas encore eu de très hautes instructions, il me semble. Non, sérieusement, je crois que l'organisation de notre football est à faire. On refuse d'organiser cette équipe nationale. Il y a eu un décret qui est sorti pour organiser les équipes nationales du Cameroun. Malheureusement, les gens ont été euphoriques, ils ne l'ont pas très bien lu. S'ils l'avaient bien lu, ils auraient vu que ce décret n'a pas été fait avec beaucoup de pertinence et qui demeure des zones d'ombre, des dualités qui étaient informelles mais qu'on a carrément formalisées. Et donc, finalement, ce que les gens appelaient bicéphalisme, qui n'existait pas en réalité, parce que moi, je n'ai jamais été d'accord avec cette affaire. On peut très bien être 2 associés et gérer une entreprise qui se porte bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Il suffit de s'organiser, chacun dans son créneau et dans son rôle. Mais il se trouve simplement que ce décret-là, il est quasiment inapplicable. Et le comité de normalisation a saisi un élément dans ce décret pour nommer rapidement un coordonnateur des équipes nationales. À ce moment-là, sans consulter ni la présidence, ni le ministère des Sports. Et c'est ce coordonnateur-là qui doit faire ce boulot. Malheureusement, c'est lui qui oublie les joueurs au Zimbabwe. C'est lui qui fait dormir les joueurs à l'aéroport au Kenya. Et vous comprenez donc que si vous connaissez le niveau de formalité qu'il y a dans les ministères à Yaoundé, si vous ne vous y prenez pas à temps et vraiment en serrant de près le ministère des Finances, vous n'aurez jamais vos primes. Et les Lions sont partis. Héroïques comme d'habitude, mais malheureusement, c'est une compétition d'envergure qui met le Cameroun en lumière. J'ai peur que, une fois de plus, on rentre la queue entre les jambes. Bah, il faut quand même espérer que les Lions reviennent avec des victoires. On les connaît au moins pour ce que elles partent dans des conditions très difficiles, dans un climat plus ou moins délétère, sous fond de revendications, mais elles reviennent très souvent avec des lauriers. C'était pire que difficile cette fois. Hein. Elles ont fait des stages externes. Ouais. Il n'y avait quasiment pas d'eau, dans des conditions compliquées. Parfois, le centre les a vu partager une bouteille le centre technique de la CAF leur était fermé pour des impayés. Elles ont voyagé dernièrement pour la Côte d'Ivoire en rang dispersé. Elles sont venues à l'aéroport en taxi en surcharge. Vraiment, ce n'est pas évident, mais bon,
Quelqu'un n'a-t-il pas dit le Cameroun, c'est le Cameroun? Attendons. En attendant les hautes instructions, avez-vous dit tout à l'heure. Alors, c'est le temps de dire bonjour à Maître Joseph-Claude Biliga. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, l'un des avocats que vous connaissez très bien. Vous pensez que depuis l'élection du président, Maître Jackson Kamga, tout se passe pour le mieux? Le barreau ne fait-il pas autant face qu'avant à ces difficultés que l'on connaît toujours? Moi, je pense que les premiers pas sont positifs. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Oui. Il y a un certain nombre d'organisations qui sont de choses qui sont en train d'être faites et qu'on doit apprécier. La plus récente, c'est ces contrats que le bâtonnier a pu négocier avec les opérateurs de téléphonie mobile, qui permet d'avoir des réductions pour les avocats. Peut-être demain, ce sera avec les hôtels et autres. Mais au niveau des caisses, est-ce qu'on peut se rassurer de ce qu'après le mandat précédent, tout va aller pour le mieux? De la même manière, la formation est bien organisée. Il a prévu un certain nombre un créneau sur lequel un programme de formation des avocats stagiaires. Et je crois que ça va aller. Vous croyez à tous les niveaux, même au niveau financier? On se rappelle très bien de ce qui s'est passé lors de l'Assemblée générale élective. Beaucoup de bruit de vote quand même. Je ne voudrais pas beaucoup parler de ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les gens ont induit le public comment je dis ça, en erreur. Et on a fait quoi? On a fait croire qu'il n'y avait pas d'argent. Ce qu'on n'a pas dit aux Camerounais, c'est que l'argent qui a été encaissé a été versé pour l'achat d'un terrain, a servi à louer un nouveau siège, à l'aménager, à donner une autre vision du barreau. Cet argent, on a pu, entre guillemets, mettre environ 300 millions qui sont là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le bâtonnier de l'équipe actuelle estime que ce terrain ne leur sert à rien, ils vont le vendre. On va reprendre cet argent, on va le mettre dans la caisse et on fera tout ce qu'on peut faire. Or, on a fait croire aux gens que les caisses étaient vides, sans leur dire qu'il y avait un patrimoine du barreau qui s'est enrichi de plusieurs choses, qui a un cadre de travail du bâtonnier qui est très important, du même conseil des ordres, qui est nettement mieux que celui que le conseil sortant a hérité. Donc je dis, je ne pourrais pas entrer dans ce débat, parce qu'on a l'impression que lorsqu'on est en période électorale, on dit plein de choses qui ne sont pas toujours vraies. Je tiens à indiquer qu'aucune de ces décisions, aucune de ces dépenses n'a été faite sans l'accord du conseil de l'ordre en entier, qui a dû voter des résolutions, qui ont d'ailleurs certains ont été publiés sur l'achat du terrain, sur le montant qui devait être affecté, sur un budget de fonctionnement, sur l'allocation au niveau des ordres, des différents je veux dire, organes de l'ordre, etc. Lorsque cet argent est dépensé et qu'après la suite on commence à dire les caisses sont vides, on donne l'impression que l'argent a été jeté pour les déplacements et autres. Il n'y a pas eu de déplacement. Moi je me rappelle pendant que les autres criaient en bas, j'étais au niveau du podium quand je lisais, et j'entendais les anciens bâtonniers qui disaient, quand on a dit on a dépensé peut-être 25 millions pour les déplacements en 3 ans, on dit mais c'est petit. Lorsqu'on a dit par exemple qu'on a payé le loyer à 21 millions, des gens ont crié, mais c'est la vérité. On a même cité un plus de 21 millions. Lorsqu'on a dit il y a des montants qu'on a évoqués, pour ceux qui sont dans la salle, qui ne connaissent pas la réalité, c'est des sommes gonflées. Mais lorsque vous êtes là, vous vivez dans le conseil, vous savez ce que ça coûte, c'est normal. Voilà. Merci à vous, Maître Joseph-Claude Biliga, d'être là. Notre avocat au barreau du Cameroun avec nous ce dimanche, Maître Félix Agbo Congo, bonjour. Bonjour madame et merci pour l'invitation. Je signale que vous venez de la région du sud-ouest. Est-ce qu'on peut dire que de ce côté-là, les problèmes de terre et de terrain qui ont très souvent opposé les populations aux autorités sont terminés? Non, le problème est toujours là. Oui. Oui, le problème est toujours là. On a commencé pour lutter contre les chefs et les gens qui vendent les terrains, mais le gouvernement a intervenu. Donc pour le moment, c'est un peu du calme, mais en réalité, ce n'est pas le calme en tant que tel. Alors, que peuvent faire donc les autorités pour régler définitivement ce problème? Non, c'est pour si on donne le terrain à un chef, c'est lui pour utiliser ça pour la population. Ce n'est pas pour donner ça au gouverneur ou pour le chef terre. Ou pour le maire, ce n'est pas. Alors, vous voulez insinuer que les autorités comme les préfets, le gouverneur ou peut-être les sous-préfets s'arrogent les terres des populations? Mais beaucoup. On a beaucoup de profs. Ils prennent ça pour utiliser ça, ils vendent ça. Les villageois, les populations
de localité appartiennent à rien. Ça cause beaucoup de problèmes chez nous au sud-ouest, même en particulier au FACO Division, ça cause beaucoup de problèmes. Très bien. Merci à vous d'être là. Dans un instant avec vous, on va évoquer ces revendications des avocats anglophones, c'est-à-dire du sud-ouest et du nord-ouest. Le temps de dire bonjour à Sam Séverin Ango. Bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'être sur le plateau de Droit de Réponse. Vous êtes journaliste. Alors, vous êtes quelque peu intéressé cette semaine à ces cris, à ces revendications de ces instituteurs, ces maîtres de parents qui sont allés crier leur colère chez le Premier ministre. Le jour a indiqué quelque temps après que le Premier ministre a été sourd à ces revendications. Il y a quand même eu le début des examens et concours avec le concours d'entrée en 6e justement et le common entrance. Vous direz que c'est dans un environnement un peu difficile pour certains? Oui, je crois que ça commence à faire beaucoup au Cameroun. Il y a beaucoup de poches de résistance et de réclamations de part et d'autre. Je crois que cela tient de la nature même, on va le dire, du système en place. Je veux parler là au niveau de la gouvernance du pays, où rien ne marche pratiquement. Et chacun, dans son corps de métier, essaye de tirer un peu la couverture de son côté. Sauf que quand on regarde bien, on n'a pas vraiment le sentiment que ceux qui ont la responsabilité de gérer, d'apporter les solutions, sont véritablement préoccupés. Je n'ai pas vraiment l'impression, en vivant au Cameroun, que l'homme est mis au centre des préoccupations de ceux qui nous gouvernent. Parce que ce jour-là, effectivement, lorsqu'il y a eu la première phase des manifestations, il y avait le ministre de l'Éducation de base, je crois, Madame Youssouf Adidja, effectivement, qui organisait parallèlement une cérémonie en rapport avec la préparation des examens de fin d'année, lorsque nos reporters, nos collègues sont allés lui demander de dire ce qu'elle pensait de cette série de récriminations. Elle a tout simplement refusé. Elle leur a opposé une fin de non-recevoir. Elle n'a pas pu dire un seul mot de ce qui apparaît finalement aujourd'hui comme une vieille querelle. Aujourd'hui, l'enseignement, pour ne parler que du domaine de l'enseignement de base, est pratiquement galvaudé au Cameroun. Et on sait que ce ne sont pas des choses qui datent d'aujourd'hui. Malheureusement, les réponses du gouvernement tardent à venir. Surtout quand il s'agit encore au niveau du Premier ministère. La primature aujourd'hui, peut-être qu'on aura le temps de le développer tout à l'heure, n'arrive pas véritablement à trouver la moindre solution que ce soit. Pour moi, c'est peut-être excessif, mais c'est comme ça que cela est perçu même par la majorité des Camerounais. Très bien, merci donc à vous très chers messieurs d'être là. Je vous propose de commencer par un thème, plutôt parlons du Burundi. Vous le savez très bien, le Burundi qui nous a offert, on l'a dit en début de cette émission, un spectacle un peu difficile à expliquer entre annonce de coup d'État et puis tentative de coup d'État et puis rien. Alors la presse a quand même montré un intérêt à aborder cette question du Burundi. Pourquoi selon vous, Sam Séverin Ango? Oui, parce que le Burundi, je crois que c'est un petit pays, comme on le dit, hein, de l'Afrique de l'Est, l'Afrique dite des Grands Lacs, un pays réputé parmi les plus pauvres de la planète aujourd'hui, avec pratiquement 260, je crois, $ US par habitant, hein, je crois que selon les dernières statistiques. Donc le pays vit au seuil de la pauvreté et attire très peu les médias du monde entier, je le dirais. Maintenant, est-ce qu'on peut faire le reproche à la presse camerounaise essentiellement? Parce que moi, je dois le dire, la presse occidentale, s'y est quand même un tout petit peu attardée. On a pu rentrer un peu dans les sites d'information des grands médias français qui nous donnaient quelques indications là-dessus. Alors, le Burundi, je le rappelais, donc pays pauvre, c'est vrai, mais un pays voisin du Rwanda qui a connu également une longue guerre pendant un peu plus de 10 ans. Alors, ce qu'on n'a pas compris, c'est que au terme des accords de Arusha en Tanzanie, qui avait parvenu à une délimitation claire et nette du partage du pouvoir là-bas, on avait pensé que les 10 dernières années au pouvoir passées par M. Pierre Nkurunziza devaient lui permettre d'apporter les solutions véritablement. Lorsqu'on dresse le bilan aujourd'hui de M. Nkurunziza à la tête de cet État-là, pratiquement, il n'y a rien du tout. Il se gargarise d'avoir apporté de belles choses sur le domaine de l'éducation, mais ces détracteurs peuvent lui opposer véritablement que quand on fait le ratio par rapport au nombre d'élèves
et autres populations jeunes aujourd'hui scolarisées, véritablement, on se rend compte qu'on est très en deçà de la moyenne. Alors, sur le terrain de la lutte contre la pauvreté, là où on l'attendait pratiquement, il n'y est pas parvenu, effectivement. Aujourd'hui, très peu de personnes ont de quoi pouvoir manger là-bas une seule fois par jour. Et au contraire, on assiste à un enrichissement, on va le dire, toujours grandissant des tenants du pouvoir, sans oublier qu'entre autres facteurs qui peuvent nous faire comprendre cette crise, il y a que la difficile réconciliation, notamment parce que au terme des accords qui ont été passés, effectivement, on ne peut pas dire que les tenants du pouvoir, qui sont en majorité des Hutus, ont donné le sentiment qu'ils voulaient respecter ces accords-là. Donc, fatalement, aujourd'hui, je crois qu'il devrait faire profil bas lorsqu'il est revenu, parce que les toutes dernières informations en notre possession faisant état de son retour en grâce après le coup d'État qui a été déjoué, peut-être qu'il peut penser que tout est revenu dans l'ordre, mais que non, je crois qu'il gagnerait, M. Nkurunziza, à observer le profil bas aujourd'hui, avant de voir ce que... De toutes les façons, on reviendra sur cet après coup d'État manqué, mais pour le moment, la question c'est, la presse camerounaise, elle... Pourquoi c'est particulièrement intéressé à cette affaire du Burundi? On a par exemple vu cette une du journal La Nouvelle Expression indiquer que le Burundi parle d'une façon à l'Afrique. Le journal Mutation qui estimait que ce sont des guerres fratricides entre Pierre Nkurunziza et Godefroid Niyombare. Pourquoi cet intérêt pour le Burundi, Charles Mongué? Parce que c'est un État africain déjà. Donc il est normal que ce qui se passe chez des frères, comme on s'appelle, intéresse les Camerounais, mais ensuite parce qu'on est dans la continuité de cette question de longévité au pouvoir, et le Cameroun est un exemple dans cette longévité, je crois 33 ans au pouvoir, et ça questionne les Camerounais chaque fois que dans un État africain quelqu'un a des velléités de s'éterniser au pouvoir, donc forcément ça nous intéresse. Il y a également le fait que les États africains, à un moment donné de leur histoire, ont décidé de limiter les mandats pour les chefs d'État. Et puis, à un autre moment de leur histoire, quelques années plus tard, décident tous, comme par hasard, de lever ce verrou, chacun estimant que ce verrou n'est pas important. Le même argument qu'ils ont utilisé pour mettre le verrou, en disant, c'est ça la vraie démocratie, vraiment l'alternance, il faut de l'alternance, c'est ça la démocratie. Ils reviennent quelques années plus tard pour dire, non, la vraie démocratie, on ne limite pas les mandats. Et il vous cite des exemples occidentaux, etc. Donc, je crois que ça intéresse les Camerounais dans ce sens-là. Et en plus, il y a en sourdine, heureusement pour l'instant, ce n'est pas encore très visible au Burundi, mais il y a en sourdine une question tribale. Et le Cameroun est un cocktail de tribus. Et des événements comme le concours de lyrique, où on commence à officialiser des notions comme l'équilibre régional, qui en réalité renvoie au tribalisme tout de suite, eh bien, nous sommes une marmite bouillonnante sur les questions tribales, et chaque fois que une question de telle sorte de ce type peut se poser dans un pays africain, il est normal que ça nous intéresse, que les gens regardent. Malheureusement, la presse camerounaise n'a pas beaucoup de moyens pour se déplacer, elle est obligée de se contenter de dépêches qui ne sont pas toujours sincères, parce que les Occidentaux aujourd'hui nous ont démontré à satiété que la gestion des questions africaines est souvent traitée sous des prismes qui n'ont rien à voir avec la réalité vraie, et les journalistes africains ont vraiment des acrobaties à faire pour savoir démêler le bon grain de livret dans les dépêches qu'ils reçoivent, et je comprends parfois cette sensation de malaise qu'il y a dans la presse. Alors, est-ce à dire que la presse au Cameroun recherche dans ce qui se passe, dans les crises, dans les situations qui peuvent arriver dans les autres pays africains, des images à coller ou à rapprocher au Cameroun? C'est normal. La presse camerounaise s'adresse en priorité aux Camerounais. Et donc, le Camerounais qui achète un journal veut trouver dans ce journal quelque chose qui le concerne lui, en premier chef. Comme la longévité au pouvoir. Voilà. Et donc, il est tout à fait logique que la presse, au bout de l'opération, on écrit dans un journal pour vendre, vous faites de la télé pour que vous ayez de l'audimat, on fait de la radio pareil pour avoir une audience. Et donc forcément, il faut toujours, quand on analyse une question qui est sur le plan international, la ramener un peu à notre réalité. Et ça pose un problème. Si vous remarquez dans les réseaux sociaux et ailleurs, les gens qui sont pro-gouvernement, c'est-à-dire qui soutiennent le gouvernement en place, ont tendance à être contents que le coup d'État ait échoué.
ceux de l'opposition ont tendance à être fâchés que ce coup d'État ait échoué. Donc vous voyez qu'on est toujours en train de transposer un petit peu les réalités chez nous, à raison, parce qu'à chaque fois qu'il y a une crise dans un pays africain, il faut que cette crise nous parle. Pour qu'on en tire les conséquences, malheureusement, on ne se parle pas assez. Et c'est ça qui est dommage au Cameroun. Alors, très vite, Maître Joseph-Claude Bidiga, la presse a repensé au scénario burkinabé. C'était pas trop proche. Est-ce que c'est un rapprochement qui vous parle? Le parallèle, est-ce qu'on le fait très vite? Pas tout à fait. On ne fait pas très vite. Parce qu'en fait, lorsque vous suivez l'actualité, vous vous rendez compte que juste après le Burkina Faso, on a dit, après comparer, à qui le tour? Et on a cité un certain nombre de pays. Le Burundi, la RD Congo, le Rwanda, le Congo-Brazzaville. Ce sont des pays dans lesquels le même problème va se poser. Au Rwanda, en 2016, au Congo-Brazzaville et autres, ça va se poser le problème de la modification ou non de la Constitution. Il est vrai qu'au niveau du Burundi, il ne s'agit pas de la modification de la Constitution, il s'agit de l'application de la Constitution. Mais cette application de la Constitution, il y a deux versions de l'entendement de cette Constitution-là. Il y a ceux qui sont du camp présidentiel, pas tous, qui estiment que dans la Constitution, je crois l'article 59, dit qu'on est élu au suffrage universel direct pour pour 2 mandats de 5 ans chacun. Or, il estime que le président burundais n'a été élu au suffrage universel direct qu'une seule fois, c'est-à-dire en 2010. Donc, dès lors, il a droit à un 3e mandat. Les autres leur répliquent en disant non. Ne vous limitez pas seulement à ce que le code, la Constitution dit, mais à l'esprit. Et l'esprit renvoie donc aux accords d'Arusha de 2000, justement. De 2000, dans lesquels il est clairement indiqué que aucun président ne doit faire plus de 10 ans. Et lorsque vous lisez la Constitution que j'ai avec moi ici, et les accords d'Arusha, vous vous rendez compte que c'est clairement indiqué dans la Constitution, les accords d'Arusha. Et même la promulgation, la loi qui promulgue le référendum, c'est-à-dire la Constitution, cette loi également signée par le président dominicien, excusez-moi un peu que je dise quand même le nom, le président Ndayizeye dominicien. On dit ceci, le président de la République veut l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Ça, c'est l'accord d'Arusha, et ça, c'est la Constitution, le début de la Constitution. Et lorsque vous regardez le préambule de la Constitution, il est indiqué « Réaffirmons notre foi dans des délais de paix, de réconciliation et d'unité nationale, conformément à l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi du 28 août 2000 et aux accords de cessez-le-feu. » C'est-à-dire, dans la Constitution même, on fait référence aux accords d'Arusha qui étaient parrainés d'abord par le président Nyerere et par la suite par le président Mandela, le président d'Afrique du Sud. Donc, le Rwanda, le Burundi nous parle parce que cette gestion de ce conflit par la population, c'est là moi je dis l'intervention de l'armée pose un petit problème, pose un problème, ce coup d'État, parce qu'on aurait voulu voir la population aller jusqu'au bout, voir jusqu'où la population peut faire pour démanteler, pour détrôner un président de la République. Et demain, ce sera au Congo, en RD Congo également. Au Rwanda, la situation pour moi risque d'être différente. Parce que tout à l'heure, lorsque Sanseverine faisait la liste du Burundi, effectivement, c'est un petit pays. Le Burundi ou le Rwanda, c'est le grand BAM. Le département du BAM au Cameroun, c'est-à-dire les deux BAM, Bamekim, BAM, Noubou, c'est la superficie, c'est tout. Et c'est un pays de collines, mais n'oubliez pas qu'il fait également avec une forte densité. Avec une très forte densité, mais n'oubliez pas qu'il fait partie de l'Afrique centrale aussi. Hein. Nous sommes membres de la CEAC, au même titre. Donc ce pays, par contre, a un développement suffisamment fort, un développement qui est suffisamment accentué, de sorte qu'aujourd'hui, on se demande si on pourrait appliquer d'une manière stricte la Constitution qui veut que le président Kagame puisse partir. C'est la question que l'on pose, c'est compliqué. C'est pour cette raison que moi je dis souvent que, certes, nous devons appliquer la Constitution, mais est-ce que par moment, cette application ne serait-elle pas difficile? Je doute fort que la population puisse descendre au Rwanda comme elle a fait au Burundi. Elle pourra le faire en RD Congo, elle pourra le faire comment je dis ça, dans les autres pays, mais
au Congo-Brazzaville également, mais au Rwanda, ce sera difficile. Alors, Maître Félix Agbo, vous, comment vous avez apprécié les événements tels qu'ils se sont déroulés au Burundi cette semaine? Pour vous, est-ce que ça allait beaucoup trop vite? Est-ce que vous y avez vraiment compris quelque chose entre un coup de temps annoncé 1 minute et 24 heures après, annoncer la reddition, annoncer que des putschistes ont été arrêtés, que le président Pierre Nkurunziza est revenu à même féliciter l'armée? Comment vous avez apprécié tout cela? Moi, j'étais un peu choqué. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui supporte les coups d'État, mais je supporte le coup d'État si c'est le peuple qui gère ça. Donc, moi, j'étais un peu choqué parce que le coup d'État, ils n'ont pas réussi. La population n'a pas réussi. Mais le problème, c'est qu'en Afrique, les gens vont toujours rester au pouvoir. Ce n'est pas seulement au Burundi, au Cameroun. Le président Biya fait la même chose aussi. Au Congo, c'était le mois passé, ou 2 mois passés, Kabila veut faire la même chose aussi. La population a dit non. Burkina Faso, Rwanda aussi, c'est une autre pays. Pourquoi chez nous en Afrique, les présidents vont toujours rester au pouvoir 30 ans, 20 ans, 17 ans au pouvoir? C'est peut-être parce qu'ils estiment qu'ils ont encore d'autres choses à donner aux populations. Des choses, ça fait quoi? Ils font rien. Ils font rien. Ils font rien. On dit que chez nous, c'est une démocratie avancée, par exemple. Mais les pays qui pratiquent les démocraties avancées en tant que telles, vous voyez, les présidents restent 8 ans ou 10 ans. Et après, ils quittent le pouvoir. Parce que, comme on dit en anglais, you cannot compare yourself. You must compare 2 things. Vous voyez, non? Donc, si moi, je suis là aujourd'hui, on ne peut pas comparer moi seul. On doit avoir... monsieur l'ancien trésorier du barreau du Cameroun pour savoir, pour voir si j'ai bien travaillé ou non. Mais la population dit non, il faut que tu quittes le pouvoir. Parce que pour utiliser le militaire contre la population, c'est la violation des droits. C'est la violation des droits de l'homme. Mais pourquoi il veut rester toujours en pouvoir? Il justifiait ça avec la Constitution, avec l'accord d'Arusha. Non. C'est seulement parce que aussi c'est qu'il est Tutsi, il est Hutu, c'est la majorité. C'est pour éviter le problème comme le problème en Rwanda aussi, le génocide. Parce que si les gens ne peuvent pas changer leur gouvernement, il reste seulement une seule chose pour prendre l'arme contre le gouvernement. C'est ça. Et c'est honte pour nous les Africains aussi, quand on montre toujours ça à la télé. Je veux quand même dire qu'en fait, ce n'est pas tous les Africains. Il faut quand même qu'on nuance un peu. Non. Parce que sur les trucs anglophones, par exemple, on n'a pas le même problème. Au Ghana, au Nigeria, je ne sais pas quoi, même en Sierra Leone, au Libéria, il y a quand même. Non, maître, je sais, c'est pour cela que je dis souvent que nous sommes d'accord. Le problème, c'est le problème francophone, des pays francophones en Afrique aussi. Mais le Cameroun, c'est un pays bilingue quand même. Mais il faut que... À la fois anglophone et francophone. Oui, à la fois anglophone et francophone, comme disait la Constitution, article 1, Cameroun is a bilingual country. Yes. On parle anglais et le français, et les 2 langues doivent être en égalité. Mais en réalité, est-ce que je peux demander à madame le modératrice et mes co-panélistes, en réalité, est-ce que l'anglais et le français ici dans ce pays, le Cameroun c'est un pays francophone. Moi j'ai fait 17 ans aux Nations Unies. De toutes les façons, je pense qu'on va évoquer la question de ces langues qui semblent poser beaucoup de problèmes à vous, avocats, vous qui venez des régions anglophones du pays. Mais avant, on continue sur la question du Burundi. Sam Severango, comment est-ce qu'il n'est pas possible de comprendre la position du président Pierre Nkurunziza? Tout à l'heure, maître Joseph-Claude Biliga indiquait quand même entre les accords d'Arusha, lui qui arrive en 2005, qui est élu entre 2005 et 2010 et qui estime avoir fait un seul mandat. Est-ce qu'il n'est pas possible un peu de comprendre sa position? Est-ce que ce n'est pas un dilemme quand même pour ceux qui sont de l'autre côté de la glace et qui regarderaient? Non, il estime quand même avoir notre mandat à passer. C'est vrai, mais je crois qu'il y a un vrai problème de légitimité aujourd'hui, en ce qui le concerne. Mais pour embrayer dans ce que vous dites, effectivement, on peut même se dire que seulement 10 ans
Le Burundi, c'est une petite avancée, c'est-à-dire il n'a pas ce que 10 ans au pouvoir et déjà la population estime qu'il n'a plus de légitimité du tout. Je veux dire, comparativement aux autres pays où les gens font 15, 20, voire 30 ans au pouvoir aujourd'hui. Voire un peu plus. Donc, ça voudrait dire qu'il y a déjà une nette évolution dans les mentalités à ce niveau-là. Mais il devrait, non, je crois qu'il faut marteler un peu plus fortement que au jour d'aujourd'hui, 10 années quand même, c'est beaucoup et largement suffisant pour apporter les solutions qui étaient attendues. Et il n'a pas pu le faire. Donc à ce niveau-là, fatalement, il est clair qu'il y a lieu d'affirmer péremptoirement que M. Nkurunziza veut rester au pouvoir simplement par boulimie, par envie de rester au pouvoir. Maintenant, il s'agira de voir si il pourra réussir à travers cette mécanique-là par rapport au procédé qu'il emploie aujourd'hui avec un peu de forcing, il faut le reconnaître. Et là, pour aller un peu au-delà, vous permettrez une petite extrapolation. Effectivement, je crois que le Burundi devrait nous parler. Et on a évoqué les cas du Burkina, la RDC et toutes les autres nations. Depuis même les temps du Gabon, le Togo avec Yadema et tout cela, aujourd'hui c'est un vrai problème sur le continent. Il faudrait arriver à faire comprendre aux uns aux autres que le pouvoir en tant que tel, c'est vraiment quelque chose qui doit véritablement s'assimiler à un sacerdoce. Que quand on y arrive, c'est pour venir servir, ce n'est pas pour se servir. Malheureusement, à ce niveau-là, on est très très mal parti. Un penseur l'avait dit à l'époque, l'Afrique noire précisément, ou alors toute l'Afrique entière, parce qu'y compris les pays arabes du Maghreb, avec le fameux printemps arabe, c'est un continent qui n'a pas de chance. Comparé aux Occidentaux, quand vous arrivez en Occident, dans ces pays-là, la première chose qui vous frappe, c'est véritablement ce niveau, cette volonté de développement qui est ancrée dans les moindres détails. Vous vous rendez compte que les gens qui gèrent ces pays-là ont envie de mettre en place les conditions d'un véritable bien-être pour leurs concitoyens. Ce n'est jamais le cas ici chez nous. Donc, si vous voulez, pour le Cameroun que nous connaissons un peu trop, je crois que aujourd'hui, des exemples sont légion qui peuvent nous amener à dire qu'on ne pense pas aux intérêts collectifs de la communauté tout entière. Donc, aujourd'hui, la solution pour moi, ce serait qu'effectivement, M. Nkurunziza, très modestement, ça c'est mon avis, qu'il puisse comprendre qu'il n'a plus la légitimité de rester aux affaires et qu'il puisse surtout éviter de réserver les représailles à tout cela, parce qu'il y a des gens qui ont été arrêtés et qui doivent être traduits en justice. C'est vrai, mais en cette matière-là, je crois qu'il va falloir faire très très attention. C'est vrai qu'il y a la médiation, je crois, du Togolais et d'Emkodjo aujourd'hui. On va attendre de voir ce que ça va donner, mais honnêtement, je pense que ce pays gagnerait à nous éviter de retomber dans les mêmes travers qu'il y a quelques années aujourd'hui. Alors, au-delà de ce qui s'est passé au Burundi, et tout à l'heure on le disait, les problèmes finalement d'alternance au pouvoir, est-ce que ce n'est pas cet élément-là qui, au demeurant, permet à tous les Africains de se retrouver et envisager peut-être une meilleure gouvernance? La bonne gouvernance, elle est prêchée, mais est-ce qu'elle est pratiquée? Maître, oui, je vais vous répondre à votre question, la question que vous avez posée à Sam Sévérin, à savoir si le président Nkurunziza n'avait pas raison par rapport au mandat. Ouais. Non, la raison, on aurait pu lui donner raison. Mais il avait saisi l'Assemblée nationale d'un projet de loi portant modification de la Constitution. Dès lors qu'il a voulu modifier la Constitution, ça veut dire que cette constitution-là, il savait bien que... Et la modification portait sur le changement de l'article 59 relatif à la limitation des mandats. Il a été... il n'a pas abouti, son projet n'a pas abouti, parce que l'Assemblée nationale a rejeté cette loi. Vous comprenez? Ce n'est qu'après qu'il s'est souvenu que l'article 59 pouvait lui permettre éventuellement, en excluant, et c'est ça qui est grave, le contexte. Lorsque vous lisez l'accord d'Arusha, lorsque vous lisez la constitution du Burundi, vous ne pouvez même pas hésiter un seul instant. On parle d'alternance. On dit il ne faut plus qu'il y ait de génocide, il ne faut plus qu'il y ait la guerre, on doit vivre en paix. Et pour vivre en paix, il faut que les populations, les Bahutus, les Batusti et les Batwa, les Hutus, les Tutsis, les Twa, qu'il y ait une répartition au niveau de la gouvernance, au niveau des postes, que ce soit les postes politiques, que ce soit les postes administratifs. Et que deuxièmement, que personne ne puisse s'éterniser au pouvoir. Voilà les deux décisions fortes de l'accord d'Arusha. Et ne pas s'éterniser, c'est faire deux mandats. C'est clair et net. Ça pose donc un problème de gouvernance. En réalité, comme je le disais tout à l'heure, on a l'impression que nos pays africains, surtout les francophones, les présidents pensent que lorsqu'ils sont au pouvoir, ils sont des dieux. Et qu'après le pouvoir, il n'y a plus de vie.
Mais on a vu des présidents évoluer, même les présidents francophones, le président du Sénégal, Senghor et Abdou Diouf, le président du Mali, Konaré. On peut citer des présidents même africains. Au niveau de Mozambique, on a vu avec le président, comment s'appelle encore, le nom m'échappe, c'est-à-dire il y a toujours une... Mais quand vous direz que ce sont des cas lésés parmi tant d'autres qui attendent encore, sinon comme il est possible d'expliquer peut-être tous ces mouvements qu'il y a eu, on a tout à l'heure évoqué la situation au Burkina Faso, au Congo également, République démocratique du Congo, au Cameroun, où certains estiment que le président de la République n'avait pas à modifier la Constitution. Finalement, le problème de bonne gouvernance, on prendrait peut-être aussi ce prix Mo Ibrahim, que vous connaissez certainement, qui est accordé à des chefs d'État qui brillent par la gouvernance, qui a du mal à trouver preneur ces dernières années. C'est justement peut-être que, au fond, en Afrique, il y a encore beaucoup de problèmes. Je vais répondre comme le président du Rwanda, Kagame. On lui a posé cette question. Et il a répondu en disant ceci. Le prix Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance récompense les présidents qui sont partis du pouvoir, qui ont volontairement décidé de quitter le pouvoir, mais ne récompense pas ceux qui, par leur travail au quotidien, font quand même preuve d'une bonne gouvernance. Moi, je dis par rapport au Rwanda, j'ai été, quand vous arrivez là-bas, vous avez l'impression que ça marche. Ça marche au Rwanda. Ça marche. C'est-à-dire, il y a la bonne gouvernance. Donc, je dis, il y a un problème réel qui est sur la gouvernance. Et qui dit gouvernance, dit démocratie. Dit la comptabilité, c'est-à-dire la comptabilité. C'est-à-dire le fait de pouvoir rendre compte. Nos gouvernants ne pensent pas qu'ils doivent rendre compte. Lorsqu'on veut regarder, lorsqu'on veut, comment je vais dire ça, contester leur pouvoir, ils sortent les armes. C'est ce qui est en train de se passer au Burundi. Alors, Charles Mongué, quelle est finalement la leçon qu'il y a à tirer de la situation qui prévaut au Burundi? Que doit-on retenir? Finalement, cette armée qui a semblé jouer à un double jeu, ces affrontements, le président Pierre Nkurunziza qui finalement tient encore, ou alors la population qui peut se sentir quelque peu flouée par le général Godefroy Niyombare et les autres. Finalement, quelle est la leçon qu'il y a à tirer? Bien, la leçon qu'il y a à tirer, c'est qu'il faut que l'Afrique se parle. En toute honnêteté, on se parle très très peu en Afrique, quoi qu'on dise. Je ne sais pas combien de fois les peuples se sont parlés. À l'intérieur des pays et entre les pays, on ne se parle pas assez. Ça aurait permis qu'un certain nombre de concepts eux-mêmes soient clairement définis. Parce que quand vous parlez des accords d'Arusha et que effectivement on dit le président élu a 2 mandats, est-ce que c'était difficile de dire celui en place, on considère que son mandat c'est déjà un premier mandat? C'était pas compliqué. Peut-être fallait-il quelqu'un qui a un petit peu de mauvaise foi, parce que c'est important souvent dans les discussions, pour qu'ils disent attention, si quelqu'un est fourbe, il peut nous prendre sur tel élément. Précisons ça de façon claire. On a l'habitude chez nous, les gens disent qu'on a de bons tests, oui, mais quand vous les lisez souvent, vous trouvez quelques petits vides qui prêtent à interprétation et qui font en sorte que si vous avez des individus fourbes en face, ben, ils s'engouffrent dans ces pistes d'interprétation. Donc, l'une des leçons, c'est aussi ça. Quand on fait des textes, allons jusqu'au bout, balayons, ratissons large. Et donc vous comprenez la position de Pierre Nkurunziza? Je ne la comprends pas parce que il y a l'esprit et la lettre d'un texte. L'esprit du texte, c'était l'alternance. À la limite, il aurait pu dire, messieurs, j'ai fait 10 ans, mais je n'ai fait qu'un seul mandat comme élu, il m'en reste un, je pars d'abord. Je ne me présente plus pour qu'on sente qu'il y a alternance, mais sachez que j'ai encore une possibilité. À la limite, il aurait pu faire ça s'il est un bon gentleman. Maintenant, le coup d'État, mais attention, il y a des gens qui commencent à penser que c'est lui qui l'organise. C'est lui qui l'organise parce que ça lui permet, et comme vous voyez, il revient en quasi-héros, quelqu'un qui est revenu mettre la paix, et on oublie un tout petit peu tout le combat qui est sous-jacent. Donc on parle même de par rapport aux élections. Mais la leçon, c'est que le mal-être des populations, et ça, c'est vrai, essayer de le dire. Maître Bilika même l'a dit tout à l'heure, quand il a dit qu'au Rwanda, il n'est pas sûr que les gens vont descendre dans la rue, parce qu'il estime que les gens vivent un peu mieux. C'est donc chaque fois la pauvreté, le mal-être, le fait de penser que ces gens qui vous gouvernent ne défendent pas vos intérêts. Quand vous avez un sous-sol riche,
Et vous n'en bénéficiez pas. Vous voyez des camions qui passent avec vos minerais. Vous voyez tout partir. Et en retour, vous allez encore acheter cher à l'étranger. Parfois, vous avez du pétrole. Et on vous dit qu'à la pompe, on augmente tous les jours. Et vous voyez votre pétrole passer et partir. Chaque fois que les peuples ont cette sensation-là, et que ceux qui dirigent, au moment où ce mal-être existe, veulent rester au pouvoir, eh bien, il y a une réaction. Maintenant, en fonction de l'histoire de chaque pays, la réaction peut être plus ou moins violente. Les pays qui ont déjà vécu la violence, c'est un petit peu le cas du Cameroun. Les gens ont tendance à souvent l'oublier. Les Camerounais semblent parfois indolents parce que leurs parents leur ont raconté ce qu'ils ont vécu. Et donc, ils ne veulent pas retomber dans cette horreur. Mais quand vous êtes dans des pays où on estime que il faut se battre, vous avez vu, c'est les femmes qui sont descendues dans la rue en première ligne. Ça doit parler à ce chef d'État et lui dire, ce n'est pas ton pays à toi tout seul, il faut y aller, il faut partir. Malheureusement, ce type de personnes trouve toujours des soutiens. Je termine en vous disant, vous vous rendez compte que ces chefs d'État qui s'éternisent, eux, ils signent des décrets qui disent qu'un chef d'entreprise ne doit pas faire plus de 2 mandats de 2 ans à la tête d'une entreprise. Les entreprises sont donc plus difficiles à gérer que les États. Alors, comment devrait se sentir tout de même, Sam Sévérin, on va très bientôt sortir de cette question, la population burundaise aujourd'hui. Tout à l'heure, Charles Mongela a dit des informations un peu bizarres font état de quelques tractations qui auraient eu lieu, de ce que le coup d'État n'était pas réellement un coup d'État, que tout cela a été organisé. Comment devrait se sentir la population burundaise aujourd'hui dans tout cela? Oui, je crois quand même qu'il y a une bonne partie de la population, je crois plus de la moitié, qui n'a pas bougé au niveau de leur détermination. Malgré les mesures d'intimidation, on a vu quand même que le lendemain même du retour à Bujumbura, il y en a qui sont descendus à nouveau dans la rue pour dire non, on maintient le mouvement qu'on a amorcé. Et à ce niveau-là, moi je voudrais terminer en disant, le message il est assez fort, même si aujourd'hui au niveau du mode opératoire, on a eu le sentiment que tout cela n'avait pas été bien préparé, un peu comme pour le cas du Burkina, malheureusement. Il faudrait que les dirigeants africains qui seraient tentés encore de s'éterniser aux affaires, par exemple par des méthodes de durcissement, comme pour le cas du Cameroun, vous savez qu'il y a une loi dite antiterroriste qui a été votée ici, qui tend à limiter un peu les velléités de quelques contestataires qui seraient tentés de faire quelques mouvements. C'est également dans l'optique de préserver ce pouvoir-là qui dure depuis près d'une trentaine d'années aujourd'hui. Il est du Cameroun comme de la RDC et de tous les autres pays qu'on a cités. Il faudrait rappeler que le message il est assez fort parce que même pour le cas du Burkina, personne n'a vu venir ce qui s'est passé là-bas et le dénouement qui a été celui malheureux pour le président Compaoré. Vous savez, dans mon cheminement au niveau de l'exercice de la profession, on a eu le bonheur en 2004-2006 de couvrir 2 Coupes d'Afrique des Nations, respectivement en Tunisie et en Égypte. Et là-bas, les régimes étaient totalement militarisés. C'est-à-dire que pour le cas de la Tunisie, vous ne pouvez pas penser qu'un seul jour, M. Ben Ali pourra tomber. Pour le cas de l'Égypte, c'était encore plus grave. C'est-à-dire que ce sont des régimes qui étaient solidement implantés et personne ne pouvait imaginer. Donc, il y a même une justice divine qui arrive à un moment donné pour délivrer les peuples opprimés. Et je crois que aujourd'hui, même pour le cas du Burundi, on peut se rendre compte que malgré cette revendication qui est assez faible sur le terrain, je crois que tout doucement, la révolution peut arriver d'elle-même et ces gouvernants-là qui ne veulent rien faire pour laisser tomber les choses avant qu'elle ne les quitte, gagneraient à mieux apprendre cette leçon-là. Alors Félix Abouba, vous pensez que Pierre Nkurunziza ne sera pas élu ou bien qu'il sera réélu? J'espère qu'il va partir, même s'il est élu ou non élu, j'espère qu'il va partir. On doit avoir le changement au Burundi, on doit avoir le changement. Donc j'espère qu'il quitte le pouvoir, il laisse le pays, tout le monde va être content, le pays va... Quelqu'un vous dirait que Pierre Nkurunziza est encore très jeune, 52 ans. Non, ce n'est pas l'âge. Non, ce n'est pas un truc, ce n'est pas l'âge. Il a fait 10 ans, il a fait quoi au pays? Il a fait presque rien. Et les gens sont en train de mourir. Donc parce qu'il est 52 ans, il doit rester au pouvoir combien? Pour 30 ans encore, comme au Cameroun? Non, c'est mieux qu'il laisse le pouvoir et quitte le pouvoir. On a besoin de changements en Afrique. Le pays doit changer, va évoluer. Parce que vous êtes président pour le peuple, ce n'est pas pour vous seul.
c'est pour aider la population, c'est pour construire la population, c'est pour servir la population. Mais si tu es là-bas, tu serves seulement votre intérêt et l'intérêt de votre famille et tribu, comme ici, chez nous, au Cameroun, il faut que tu quittes le pouvoir. Alors, juste en 30 secondes, Maître Villiga, pour sortir de la question. Deux ou trois choses. Première, c'est que l'accord d'Arusha, c'est 2000. Oui, on l'a dit. L'élection du président Bouyouas, c'est en 2005, en réalité. C'est-à-dire que la Constitution a mis la même Constitution intérimaire qui est faite, en tout cas adoptée en 2004. Donc, là, seulement dans cette Constitution, lorsque M. Bouya, M. Kourouziza vient au pouvoir, il prête serment, il est élu par l'Assemblée nationale intérimaire, en réalité. C'est ça le véritable problème. Il est allé à un scrutin, mais indirect, à travers les élus du peuple. Et il considère donc que cette élection ne compte pas, en réalité. Mais c'est contre l'esprit de truc. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ce qui peut être positif, c'est que ce n'est pas pour le moment, c'est un non-dit, un conflit ethnique ou interethnique entre les Hutus et les Tutsis. Ça serait la catastrophe. Si ça arrive à ce niveau-là, il est vrai que lorsque vous regardez les quartiers dans lesquels, tels que les Sikibore, dans lesquels il y a les manifestations, c'est essentiellement les quartiers Tutsis. Mais pour le moment, ce n'est pas encore. Parce que le comploteur, là, c'est-à-dire M. Nyombaré, est Hutu. Était un rebelle comme le président Kourouziza. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que le président, on a semblé oublier ça. C'est que la Cour constitutionnelle qui a validé, il y a eu un problème, il y a eu un incident. 4 des 3 membres, lorsqu'ils sont réunis, ont estimé que le président avait violé la Constitution. Ils ont renvoyé le débat pour prendre la décision définitive, pour prendre leur arrêt. Au moment où ils se séparent, le vice-président, c'est lui qui raconte l'histoire, lui sur la Cour constitutionnelle, il reçoit des menaces. Dans un premier temps, c'est des menaces verbales. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Des pressions. D'abord des pressions simples, après c'est des menaces. Il est obligé, lui, de fuir. Et tous les 4, eux qui étaient 4 d'un côté, parce qu'ils étaient 7, ceux qui étaient 4 d'un côté pour le nom, et 3 pour le président Kourouziza. Lui, les 3 autres ont dit, eux, ils veulent sauver leur tête. Ils se sont joints aux 3 autres. Et c'est comme ça que la Cour suprême, mais la Cour suprême elle-même a estimé que le président Kourouziza n'était pas dans son droit. Très bien. Alors, je vous propose à présent de revenir au Cameroun après avoir abordé la crise du Burundi. On va parler des revendications, cette fois, des avocats de la partie anglophone. La presse qui, cette semaine, s'est jouée entre les termes fédéralisme, avocats de partie anglophone, common law et autres. Alors, Maître Félix Agbo, vous pensez que la presse au Cameroun a bien cerné le problème que vous posez? Non. Non. Parce que la presse a pris seulement une seule partie, la partie des fédéralistes et sécessionnistes. Moi, je ne sais pas, je suis le président des avocats du FACO, donc j'étais à la salle presque l'une des premières personnes. Et jusqu'à le fini de travail, moi j'étais là-bas. À aucun moment, on n'a pas dit le mot SCNC ou sécessionniste. On n'a pas dit ça. Donc, quand tu lis la presse, tu dis seulement fédéraliste. C'est comme, c'est la seule chose qu'on a discutée là-bas. Il y avait beaucoup de choses dans notre résolution. Et pour la fédéraliste, on disait que on peut mieux protéger le common law dans un système fédéraliste. C'est ça. Donc, et quand la presse dit que les avocats parlent la politique, ce sont des choses politiques. Mais moi, je dis que je ne sais pas si il y a un avocat dans ce monde qui ne parle pas la politique. Le Gandhi et le Mandela, ce sont les politiciens. Mais les avocats, ce sont les gens qui doivent parler pour les autres. Donc, si parce que les anglophones, les avocats anglophones, et c'était les avocats Douala, Yaoundé, Boya, Bamenda, ce n'est pas seulement le sud-ouest du nord-ouest. On avait les avocats ici à Douala et à Yaoundé. Mais on a le droit de parler parce qu'on ne vit pas le métier d'avocature, on ne fait pas seulement, comme on dit en anglais, you don't do it in a vacuum. On prend la réalité du pays aussi. Est-ce que c'est un problème si on dit qu'à la Cour suprême, on peut avoir une chambre pour civil law, pour common law, pour la formation de magistrature en un an, on peut avoir une civil law, une common law section. Quand moi j'étais en Guadeloupe, je faisais droit privé anglophone.
Il y avait droit privé francophone, il y avait droit public. Donc quelqu'un qui fait droit privé francophone, il part un âme, tu l'envoies à Boya. Et il donne les décisions, il fait le procès en français quand même. Est-ce que c'est possible? Pourquoi, par exemple, droit de réponse est en français? Un dimanche, on vient droit de réponse, on fait ça en anglais. Est-ce qu'on peut faire ça? Les gens seront choqués. Pourquoi ils vont faire ça seulement avec en droit? Parce que si tu... je sais, mon collègue, mon ami avait dit que le peuple doit parler. On a parlé. Mais quand le peuple parle, les gens commencent à dire sécessionniste, quoi. Mais est-ce que ce n'est pas les droits? Il y a les gens qui ont dans le RDPC, dans le SDF. Moi, je n'appartiens pas à un parti politique. Mais même à Banjul, the African Commission on Human and People's Rights avait dit que le gouvernement doit dialoguer avec le SCNC. Pourquoi on diabolisait le SCNC? Si aujourd'hui le président Biya dit que c'est le pays, on va avoir la fédéralisme, les mêmes gens qui ont contre ces mots vont envoyer la motion de soutien. C'est comme quand on avait les gens qui avaient marché contre la multipartisme au Cameroun, et après le président Biya dit que quoi? Let's be prepared for eventual competition. Les mêmes gens ont envoyé la motion de soutien. Oh, il est sage, il attend les peuples, des trucs comme ça, des trucs comme ça. Non, il faut qu'on est honnête. Et moi, je ne suis pas d'accord même avec mes collègues francophones aussi, parce que on a nos réalités. C'est deux peuples qui ont réuni pour former ce pays. Donc, c'est rare pour entendre un avocat francophone dire que le président est francophone, le président du Sénat est francophone, le président de l'Assemblée générale est francophone, Assemblée nationale, et le premier ministre est anglophone, n'est-ce pas? Mais si ces deux peuples, le premier est francophone, le deuxième doit être anglophone. Parce que parfois on banalise les trucs, on dit que le problème anglophone c'est comme le problème des pygmies, des mineurs. Non. Pour ceux qui connaissent l'histoire de ce pays, ils savent que c'était deux peuples. United Republic of Cameroon. Très bien. Alors, c'est vrai, c'est dit que la presse allait un peu trop loin à écouter Maître Félix Agbor en évoquant la question sécessionniste, la question, ou bien le problème anglophone. Non, je crois que Maître Agbor n'a pas suffisamment le courage de reconnaître. Non, la presse a vu juste, très juste à ce niveau. Moi, je pense qu'ils devraient avoir le courage de reconnaître qu'ils ont mis sur la table un vrai problème. Et la question qu'on se pose, pourquoi ça a rejailli aujourd'hui? Moi, je vais tenter de répondre à ça. Je crois, je l'ai dit en début de propos, on est dans une ambiance un peu de fin de règne d'un système en place aussi. Et il y a un retour, on va le dire, aux irrédentismes, comme on disait souvent en histoire. Les corporations se durcissent à nouveau. Chacun essaye de se retrouver par rapport à la fin du mandat actuel du chef de l'État, puisque malheureusement tout est bloqué également au niveau de la gestion dans différents domaines de la vie publique nationale aujourd'hui au Cameroun. Pourquoi est-ce que les avocats anglophones choisissent ce moment précisément pour poser sur la table ces revendications qui auraient pu intervenir un peu plus avant? Je crois quand même que le système juridico-judiciaire au Cameroun, si je peux le dire, existe depuis plusieurs années aujourd'hui. Et si ça revient, si ça rejaillit aujourd'hui avec beaucoup de fracas, c'est qu'il y a une raison fondamentale, et sur un plateau comme celui-ci, il ne serait pas bon de faire dans la langue de bois. Il faut aller au fond et ne pas dire c'est la presse qui a inventé le problème. C'est du fédéralisme dont il est question aujourd'hui, qui ressort de façon globale dans l'ensemble des revendications que vous avez formulées. Je crois qu'on n'a peut-être pas le temps d'aller revoir tout cela dans le détail aujourd'hui. Et c'est en cela qu'il faut reconnaître. Il l'a dit tout à l'heure et ça trahissait un peu sa pensée. Il ne s'agissait pas seulement que des avocats anglophones ressortissants du sud-ouest et du nord-ouest. Ce sont des anglophones avocats venus de l'ensemble du Cameroun. Ça veut dire qu'il y a un problème anglophone au Cameroun qu'on veut poser. Et là, je crois qu'ils devraient plutôt s'en féliciter. Si eux, ils ont eu le courage de le poser à un moment donné devant
on va le dire, l'incapacité des leaders politiques, par exemple, à pouvoir s'approprier cette revendication qui est forte. On a vu le leader John Fundi dans une conférence de presse essayer de récupérer l'affaire il y a quelques jours. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème aujourd'hui. Et je crois que, maître, vous gagneriez dans la suite du débat, je ne suis pas le modérateur, à véritablement nous éclairer là-dessus. Et je pense que ce serait légitime. Si vous pensez que le retour à ce système-là, ce serait bien pour le Cameroun, vous avez commencé à le dire, il faudrait une juste répartition des postes et des fonctions dans les institutions au plus haut niveau au Cameroun. Ça également, si vous voulez le dire, il faut le dire très courageusement. Non, excusez, avant que Maître Biliga prenne la parole, non, je dois mettre les choses en contexte. Hein. Moi, je suis prêt, moi je suis d'accord. La fédéralisme, c'est une forme de gouvernement. Non. Mon seul souci, c'est que la presse font la résolution sur la fédéralisme. C'est la seule chose qu'on avait parlé là-bas. Mais est-ce que vous n'en avez pas parlé, maître Abdo? Non, on avait parlé, moi je suis d'accord. On avait parlé d'abord. Et moi, je suis d'accord avec la fédéralisme. C'est une forme de gouvernement. Au Nigeria, aux États-Unis, ce sont les pays fédéralistes. Au Canada, en Allemagne. Donc ce n'est pas un problème. Donc parce que quand les gens disent fédéralistes, ils pensent dans leur tête c'est la sécession. Non. Autodétermination en droit international, on peut avoir ça interne comme la fédéralisme, c'est une forme, c'est une manière d'autodétermination. Ce n'est pas seulement la sécession. Donc moi je suis d'accord là-dessus. Alors maître Joseph Biliga, est-ce qu'on a jusqu'ici ou est-ce que la presse vous a permis de comprendre exactement ce qui se passe, ce qu'il y a même au fond, les origines même de ces réclamations des avocats anglophones? Oui, mais ces réclamations ne datent pas d'aujourd'hui. Donc lorsque M. Sam Séverin parle de fin de règne, ce n'est pas une question de fin de règne en réalité. Il y a ça, c'est ce que moi je pense. Il y a une sorte. On avait presque 20 ans passés. On avait une réunion à Bamenda sur le même sujet. Il y a une sorte de malaise qui règne en fait parmi nos confrères anglophones. Cela est évident. Aujourd'hui, c'est plutôt un malaise ou une frustration pour vous. On a peut-être... Vous pencherez pour un malaise ou pour une frustration? Moi, je pense plutôt, je préfère dire malaise. Peut-être que maintenant, c'est en train de prendre de l'ampleur. L'ampleur, c'est pour ça qu'on parle déjà de fédéralisme et autres. Mais je voudrais dire que il y a quelques mois, je faisais partie d'une délégation. Le bâtonnier Sama, qui est anglophone du Nord-Ouest. Moi, qui étais secrétaire de l'ordre, le président de l'Assemblée générale, M. Tan, Maître Tan, et Beck Sakote Pati, nous avons été à Boya et à Kumba, rencontrer des avocats anglophones qui bouillonnaient. À l'époque, c'était parce qu'il y avait une rumeur qui circulait selon laquelle on devait nommer les avocats, on devait nommer les notaires dans les zones anglophones. Il faut noter une chose, nous sommes un pays bilingue, mais nous ne sommes pas seulement un pays bilingue. C'est la différence. Nous sommes un pays biculturel, bijuridique et bilingue. Nous parlons deux langues différentes, mais nous avons deux cultures différentes héritées de nos colons, c'est-à-dire de la Grande-Bretagne, et même au niveau du système judiciaire, nous avons deux systèmes judiciaires différents, le common law et le droit civil. Même au niveau de l'éducation, vous savez bien que le First School Leaving Certificate est différent du CEP, que le GCE est différent, que le GCE Advanced Civil Ordinary Level, c'est différent. Ça veut dire que nous admettons que nous sommes deux systèmes différents. Ce n'est pas seulement au niveau de la langue. Alors, il se trouve que dans l'objectif du gouvernement de pouvoir harmoniser, d'aller vers un État unitaire, on a choisi de prendre dans chaque culture. C'est cette raison qu'on doit, au niveau du droit du travail, par exemple, nous avons un code de travail harmonisé. Le code de droit pénal, le code pénal, il est harmonisé. Le code de procédure pénale est harmonisé. Et tout récemment, il y a l'OADA. Mais seulement, les confrères anglophones ont tendance à croire. Ils disent qu'on a tendance à transformer, à tuer le système anglo-saxon du common law. Par exemple, lorsqu'on nomme les huissiers de justice dans les zones du nord ou du sud-ouest et qui sont majoritairement, je peux me tromper, des francophones, alors que dans leur système, il n'y avait pas ça. Lorsqu'on veut nommer les notaires au nord ou sud-ouest, alors que les avocats sont en même temps avocats et notaires, là-bas, et dit, si vous voulez harmoniser, pourquoi est-ce que vous ne prendrez pas les notaires pour qu'ils deviennent avocats dans la zone francophone? Donc on devient en même temps avocat, notaire, tant dans la zone anglophone que dans la zone francophone. C'est ce qu'ils nous ont dit quand nous sommes partis à Kumba et à Boya. Et alors, la goutte d'eau qui fait déborder
On dit le vase, la vase. Le vase. Le vase, excusez-moi. Cette goutte d'eau, donc, vient du fait que il y a eu des nominations tout récemment lors du Conseil supérieur de la magistrature des hauts magistrats dans la zone anglophone qui sont francophones, des procureurs de la République qui sont des procureurs francophones dans les zones anglophones. Dans le sud-ouest, il n'y a pas de problème, à ma connaissance. Il n'y a pas de problème véritablement. Le procureur du général près la cour d'appel du sud-ouest s'en sort plus facilement. Apparemment, au nord-ouest, il semblerait que le procureur général a dû prendre une décision en français, a dû peut-être imposer qu'on parle français, ce qui a révolté non seulement les avocats, mais également les populations. Et c'est pour ça que notre confrère dit que l'avocat est la voix des sans-voix. En fait, il répercute ce malaise qui existe au sein de la population, qui estime que non seulement on est en train de pouvoir éteindre la culture anglo-saxonne, mais également on veut imposer le français comme langue de communication dans les juridictions du nord et du sud-ouest. Voilà à peu près ça. Je terminais seulement en disant ceci, et pour dire qu'en réalité, il n'y a pas que, c'est ça ce qui est un peu positif, c'est que les avocats anglophones ne sont pas forcément des avocats originaires du nord-ouest et du sud-ouest. Vous trouverez à Boya, des avocats qui sont, vous trouverez des Kameni, vous trouverez les Bikoko qui sont Bassa, qui sont Bamleke et autres, mais qui épousent la même revendication que les confrères. Moi, je ne comprends pas, maître, dans votre argumentaire, vous essayez de minimiser la question, alors que c'est un problème aussi sérieux. Bon, je comprends. On va d'abord donner la parole à Charles Monguet. On a entendu des gens dire, justement, au sujet de ces questions, ces revendications posées par les avocats anglophones, qu'il y a comme une volonté pour le système en place de phagocyter. On a parlé tout à l'heure le common law, du système, on a parlé du système bijuridique. Est-ce qu'il y a une volonté réelle? Est-ce que cela est perçu comme tel que d'envoyer des magistrats, des juges, ou des notaires ou des huissiers qui utilisent la langue française dans les zones anglophones? Est-ce qu'on peut voir vraiment une volonté de phagocyter un système au détriment de l'autre? Les agissements de nos gouvernants tendent à le montrer. Je vous donne un exemple idiot. Moi, hier, je suis allé me promener sur le site du ministère de la Justice. Quand vous entrez, vous avez français et vous avez anglais. English. Quand j'ai cliqué English, la seule phrase que j'ai vue, c'est « There are no translations available ». Partout. Vous cliquez sur un truc, « There are no translations available ». Je suis allé pareil sur le site du barreau. On n'est pas loin de la même réalité. Alors, il y a un problème anglophone au Cameroun. Les anglophones perçoivent que les francophones, parce que numériquement, ils sont plus nombreux, ils estiment que ils doivent, c'est leur principe, c'est leur conception, c'est leur... Je n'aime pas beaucoup culture parce que moi, je ne me sens pas francophone. Sincèrement, je me sens africain. Maintenant, si je dis qu'on a deux cultures anglophones, en toute honnêteté, moi j'ai la culture africaine. Donc je dis, quand ces anglophones du Cameroun ont l'impression qu'on veut tout leur imposer. Regardez, sur le plan international, les problèmes que nous avons, le common law et le code civil, la cohabitation, ce n'est pas qu'au Cameroun que ça pose problème. C'est vrai que le Cameroun est un cas spécial. Simplement, les textes internationaux qui sont faits, prenons OHADA, qui devaient donc concilier ces positions, même là, quand vous allez regarder, les traductions qui sont faites de l'OHADA ont tendance à torturer un peu le common law. Et donc, à un moment donné, vous vous dites, ce peuple-là, qui estime que lui aussi il a hérité de quelque chose d'une colonisation, il a son éducation qui est faite dans ce système. Et vous ne changez pas le système éducatif dans ce sens. Maître vient de le rappeler. Mais au bout de la chaîne là-bas, vous ne tenez plus compte de ce qu'ils ont une réalité, qu'ils ont hérité de cette colonisation, de la culture, de l'éducation. Vous venez leur imposer une langue et des magistrats qui ne comprennent pas toujours leur système. Je crois qu'il faut
je reviens dessus, comme je disais au début, les gens doivent se parler. C'est ce que Sam disait quand il parlait de courage. C'est ça. Le problème anglophone au Cameroun, il faut le poser. Il faut le poser, oui. On refuse depuis l'éternité de poser ce problème. Ils font les mêmes revendications depuis. Ils sont adjoints. Et ils le disent tout le temps. Quand le DG est francophone, on prend un adjoint. Quand vous prenez la télévision nationale, vous calculez au prorata le nombre de programmes anglophones et francophones, il y a un problème. Dans tous les domaines, ils se sentent lésés, y compris dans les richesses, y compris dans la répartition des richesses. Donc, je pense que, en toute honnêteté, les avocats, on connaît la technique de communication, c'est-à-dire que vous avez un problème, c'est le nœud central, et la presse a bien compris que le nœud central du problème, c'était cette question du problème anglophone, même si on peut habiller en mettant d'autres questions de gestion, etc. En matière de communication, on sait comment ça fonctionne, mais c'était le nœud. La presse a bien ressorti ça, parce que c'est un problème que la presse connaît, mais que les gouvernants font mine d'ignorer, ils mettent le vernis, ils passent dessus et ils se disent que ça va se régler tout seul. Ça ne se réglera jamais tout seul. Alors, qui peut résoudre le problème, Maître Félix Agbo? C'est un problème politique. Et on sait, et même dans notre mémorandum, on disait ça, que c'est un problème politique. C'est pour cela qu'on va envoyer la résolution par le barreau du Cameroun, mais aussi on va aller voir le Premier ministre, on va déposer ça à la présidence aussi, parce qu'on sait que c'est un problème politique. On ne peut pas régler le problème seulement juridique. Et on doit avoir la volonté politique pour résoudre le problème. Parce que c'est Mr. Biya, c'est le président Biya qui nommait les gens à la magistrature. Yes. En 2014, décembre 2014, on avait une décision administrative, cour administratif à Boya, en français. Une décision en français à Boya. On était choqués. Le bâtonnier et le président de l'Assemblée générale, il était à Boya pour avoir une réunion. Et le président du cour d'appel et les autres ont dit que non, c'était une erreur, on ne peut pas avoir ça. Mais ils ont seulement dit ça. Ils doivent mettre ça dans la constitution du Cameroun. C'est pour cela qu'à Bamenda, on avait dit qu'on va avoir un constitutional amendment. Il faut qu'on mette ça dans la Constitution. Parce que même si tu regardes l'article 68 dans notre Constitution, c'est là-bas. The laws which existed in the Federation, which are not against the Constitution, should be applied if they are not repugnant to natural justice. C'est là-bas. Oui, mais je ne le coupe pas, hein, oui, mais si on parle de bilinguisme intégral, comme il a suggéré au début, on devrait avoir des décisions en français à Boya. Non, on doit... Si les langues doivent être prises au même niveau, comme vous l'avez dit, on devrait avoir des décisions en anglais à Douala, en anglais à Douala, en anglais à Garoua et en français. Le problème en droit, ce n'est pas seulement pour les avocats, pour les juges. Les clients, fair hearing, le litigant, il doit comprendre ce que le juge dit, il doit comprendre le process. Donc, comment tu... Prends un exemple, tu vois un vieux maman qui quitte des Akwaya. On n'a pas l'interprète. On doit avoir ça, on n'a pas l'interprète. Donc, elle vient au tribunal et tu parles en anglais. Tu parles en français. Et mais il y en a qui ne comprennent pas l'anglais. Non. À Douala, il y a des mamans qui ne comprennent pas le français. Non, ils ne comprennent pas. On peut gérer ça avec l'interprète. Non, on n'a pas l'interprète, ils parlent au pidgin. Et le truc des common law aussi, c'est une culture. Ce n'est pas seulement la langue. C'est ça que moi je dis à mes collègues francophones. La façon que les gens réfléchissent. Quand tu es en Guayaquil, on dit que les anglos, ce sont les gens de gauche. Tu vois quelqu'un qui a fait ça, on dit que non, ça c'est un anglo. Pourquoi? Et si tu dis ça 10 fois 9, vous êtes presque... Moi, je vois un francophone en Guayaquil, je sais que ça c'est un francophone. Alors, cela veut dire, on va sortir de la question, Maître Biliga, que même au sein du barreau, il y a une tendance à marginaliser vos confrères. Non, pas du tout. Il ne peut pas me démentir. On a tellement eu plus de bâtonniers anglophones que francophones, alors que nous sommes des lois majoritaires. Donc, c'est pas le problème ne se pose pas. Est-ce que ce n'était pas également une volonté, comme quelqu'un l'a dit, de vernir, d'essayer d'arranger? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais moi, je pense que le problème du bilinguisme au Cameroun, ou ce problème aujourd'hui, sera réglé. Tout seul. Aussi bête que ça. Vous savez, aujourd'hui, qui est anglophone, qui ne l'est pas? Je crois que l'enfant de Charles doit être anglophone. Moi, les miens sont anglophones. Ils ont fait la culture anglo-saxonne de l'école primaire à l'université. Ils sont quoi?
Sont-ils francophones? Moi, je suis francophone. Ils ne sont pas francophones, eux. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a des avocats d'origine Bassa, Bamleke, Yaoundé, Betty, qui sont du côté anglophone, qui font le common law comme système anglophone. Donc moi, je pense que favorisons un peu cette intégration. C'est-à-dire que nous puissions multiplier les collèges, les lycées bilingues, où les enfants cessent d'être francophones ou anglophones, deviennent des Camerounais. Ils pourront donc, il y a des enfants qui font le CEP et le First School Leaving Certificate la même année, qui font le GCE et le BPC la même année. Ils font le bac et le GCE à Advanced Level. Ils sont quoi? Francophones ou anglophones? Donc moi je pense qu'en réalité, nous devons plutôt favoriser cette intégration-là. Il arrivera un moment où on ne verra pas, même si c'est Sam Séverin qu'on envoie au nord-ouest, on ne saura pas s'il est francophone ou anglophone. Moné Kosso, qui était ministre de la Santé, il est francophone ou anglophone? Bamela Ngo, qui était ambassadeur, il était quoi? C'est un boulot, mais il était anglophone. Moné Kosso, c'était un de Bombaré, Pongo de Bombaré, mais il est anglophone. Donc moi je pense qu'il faudrait qu'à un moment donné qu'on arrive à surpasser un peu nos égoïsmes, nos tribus, qu'on passe camerounais. Et je pense que ce serait peut-être le symbole de l'unité. Encore que anglophone et francophone, ce n'est pas des tribus. Non, mais je ne parle pas de tribus. Je parle de la langue. Monique Osso, il est anglophone. C'est ça que moi je dis, que quand on dit que c'était le truc de SCNC, SCNC n'utilise pas anglophone. Il utilise le mot Southern Cameroun. Parce que c'est un territoire géographique. Anglophone, il y a les Bamileke anglophones. Kamani, il est anglophone, ce n'est pas francophone. Les Bikoko, ce sont les anglos. Phone. On dit phone. We are not talking about geographical. C'est ça? Donc, pour mes collègues francophones, pour la population francophone, c'est mieux aussi, comme le président de Cour d'appel, elle a dit à Bamenda, on ne peut pas détester quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est mieux d'apprendre pour avoir une connaissance de ce que les Anglo disent que c'est leur problème. Parce que tu ne peux pas dire que non, parce qu'ils ont dit fédéraliste à Bamenda, c'est pour gâter ou c'est pour créer le problème du Cameroun. Mais on doit regarder. Mais vous estimez que le problème, la question anglophone, elle existe, et même au sein de votre corps. Pourquoi vous n'avez pas profité de bâtonniers anglophones pour le poser? Mais ce n'est pas seulement les avocats anglophones qui disent ça. Parce que même les ministres francophones, il y a les gens qui disent qu'il y a un problème anglophone au Cameroun, tout le monde sait. Alors je vous propose, on parlera dans un instant, d'évoquer la dernière thématique de cette émission. On va parler de sport avec la reconduction du contrat de Volker Finke. La presse, on l'a dit, ne s'y attendait pas. Sam Séverango. Encore que là-dessus, je crois qu'on s'y est un peu trop avancé parce que la chose n'est pas encore totalement officialisée. Mais là, on parle de reconduction tacite. Voilà, on parle de reconduction tacite. J'avais quand même voulu conclure sur ce sujet en matière d'intégration pour reconnaître quand même une seule chose au président Biya aujourd'hui, les efforts qu'il a toujours fait pour vraiment permettre cette intégration-là. Les anglophones au Cameroun ne peuvent pas prétendre que des efforts ne sont pas faits. Ils devraient reconnaître qu'ils sont minoritaires, ça c'est vrai. Maintenant, on peut faire le bilan aussi de ce qu'ils ont eu à faire lorsqu'ils sont portés à ces fonctions-là, au niveau du Premier ministère par exemple. Très bien. Aujourd'hui, donc on peut se demander s'ils tiennent bien leur bilan à ce niveau-là. Mais les efforts sont faits. Allons-y en sport maintenant. Les anglophones, effectivement. Voilà, parce que, donc pour moi, bon, le problème n'est pas aussi grave que ça. Hein. Je crois qu'on est plus ou moins intégré avec nos amis anglophones. Sur le sport, effectivement. Bon, je ne sais pas par quel bout vous voulez qu'on commence, parce que c'est une curiosité. Alors, pour voir que la presse a été surprise, quelque part, on a parlé de reconduction, donc on a estimé que c'est une reconduction tacite, mais il est clair que Volker Finke est encore là. Oui, il est encore là, peut-être pas. Bon, on attend de voir dans les prochaines heures. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que bon, la surprise de la presse, elle est légitime parce que au dernier moment, on était au courant que le ministère des Sports et la Fédération de football avaient déjà lancé un nouvel appel à candidature pour un nouvel entraîneur à la tête des Lions du Cameroun. Et ça ne devrait être que très très logique si vous voulez. Mais bon, comme on est au Cameroun et que en cette matière, rien ne se fait généralement suivant, on va le dire, l'orthodoxie. Bon, on peut également se dire que la norme au Cameroun voudrait que, bon, on ne fasse pas les choses un peu normalement. Voilà, donc c'est ce que je peux dire aujourd'hui. Mais remarquons que le Cameroun, depuis 2010, est dans une ambiance de turbulence en matière de football, depuis l'Afrique du Sud.
jusqu'à nos jours. Mais tout à l'heure, peut-être vous me donnerez le temps de faire un petit rappel historique même de la marche de ces Lions du Cameroun. Mais pour parler de la situation actuelle, disons-le très franchement, sans sourciller, la situation est grave. Si quelque chose peut encore être fait pour rattraper la bourde qui est en train de se dessiner, je crois qu'il faut y aller. On peut reculer parce que aujourd'hui, M. Finke et son bilan, c'est clair qu'il est passé un peu à côté, si on peut le reconnaître. Maintenant, ceux qui prennent les décisions, c'est peut-être là aussi qui a un problème. Tout à l'heure, quelqu'un évoquait le bicéphalisme entre le ministère et la fédération. À un moment donné, on a cru que c'était ça. Mais on a appris avec des éléments de preuve que finalement la décision se prend au plus haut niveau de l'État également, au niveau de la présidence de la République. Et il y a des éléments qui peuvent l'attester à ces niveaux. Et on peut donc se poser la question, est-ce que c'est bien qu'au niveau de la présidence de la République, il peut avoir mieux à faire? Le secrétariat général, par exemple, l'un des tout derniers faits en date, souvenez-vous, avant la Coupe en 2013, lorsque Samuel Eto'o décide de ne plus jouer en sélection nationale, il fait ses caprices et il a été appelé vivement par la présidence, il a été reçu comme un héros par le SGPR, M. Ferdinand Gongo, pour qu'il puisse revenir en sélection du Cameroun. À partir de là, on savait que tout pouvait se décider au plus haut niveau et installer les footballeurs dans une situation d'état de grâce où ils avaient la possibilité, à ce moment-là, de faire la loi. Très bien. Alors, Charles Mongué, comment vous comprenez bien, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que la reconduction de Volker Finke, c'est le fruit du lobby, ce sont des réseautages, donc on même estimé qu'il a été plus ou moins sauvé par la présidence, qu'il a dû contacter beaucoup de personnes à la présidence de la République. Est-ce que ça sonne bien pour vous? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ceux qui géraient le contrat de Volker Finke qui sont en train d'être sauvés par ces soi-disant hautes instructions du chef de l'État. Parce que, sincèrement, le chef de l'État a 50 ans de haute administration au minimum. Et je le verrais mal donner des instructions écrites pour violer un décret qu'il vient de prendre. Parce qu'il ne peut pas signer un décret qui dit que le sélectionneur est proposé par la fédération et puis avec l'avis du ministère des Sports et sortir des instructions écrites. Ça me vient de rappeler l'épisode Samuel Eto'o, il n'y avait rien eu d'écrit. Curieusement, on vous dit, il y a de très hautes instructions du chef de l'État et tout le monde vous les brandit. Pour moi, c'est suspect. Pour quelqu'un qui a 50 ans d'administration, ça m'étonnerait qu'il puisse procéder ainsi. J'ai comme l'impression... Est-ce que vous attendiez à ce que Volker Finke reste quand même à la tête des Lions indomptables? Est-ce que son bilan ne lui donne pas de rester là? Non, le bilan, certainement pas. Il a fait moins bien que Paul Le Guen. Pourquoi n'a-t-on pas gardé Paul Le Guen alors? Parce qu'il a fait moins bien. Hein? Paul Le Guen était avant-dernier, il était dernier. Paul Le Guen a franchi le premier tour à Cannes. Il n'a même pas pu franchir le premier tour. Mais Paul Le Guen est parti. Alors, si vous faites partie de quelqu'un qui a mieux travaillé et vous gardez l'autre qui l'a moins bien fait, je ne sais pas à quelle logique vous obéissez. Moi, je voulais simplement dire que, à un moment donné, je me demande si les gens, et quand vous parliez de la presse qui était un petit peu surprise tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression que très peu de personnes ont lu le contrat de Volker Finke. Très peu de personnes. Parce que personne n'est certain de cette clause de tacite reconduction qui doit être déclenchée 3 mois avant. Si c'est le cas, je suis avec des avocats, ils vont me corriger si je me trompe. On peut être coincé par cette clause parce qu'on n'a pas réagi à temps et qu'on est passé en tacite reconduction, les 3 mois étant épuisés. L'indolence et toutes les fausses pistes qu'il y a au niveau de la fédération ont pu faire que les gens se retrouvent coincés et comme échappatoire, qui se disent que bon, il faut qu'on trouve un truc parce que là on est coincé dans la tacite reconduction, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais en toute honnêteté, moi je ne crois pas aux histoires où la fédération voulait Thomas Kono, le ministère voulait je ne sais pas qui. Je n'y crois pas beaucoup. Par contre, j'aurais souhaité moi-même que Finke reste en poste jusqu'à la fin du comité de normalisation. Parce que l'ambiance qui règne au sein des Lions et autour des Lions, il la connaît, il s'en est accommodé. Il a même assumé des décisions qui ne sont pas les siennes. Amener quelqu'un d'autre maintenant, il risque d'être complètement contaminé par toute cette mauvaise chose-là et on n'aura pas avancé. Voilà un petit peu... Alors, Félix Sabo, pour Volker Finke, 28 matchs disputés, 10 victoires,
11 matchs nuls et 7 défaites, on a envie d'ajouter seulement. Alors, c'est un bilan qui vous parle, est-ce qu'il devrait rester là pour vous? Mais le Cameroun, c'est le Cameroun. On dit ça souvent. Pour moi, pour le contrat de Finke, pour avoir quelqu'un comme Finke comme notre entraîneur, on peut avoir même Maître Biliga. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire, il a fait rien pour ce pays. On peut avoir une... Parce que pour recruter un gars comme Finke avec son salaire, et les résultats, c'est presque rien. Il faut qu'on peut avoir un Camerounais. On lui donne la même opportunité. Est-ce qu'il va faire mieux que Finke? Non. Si on doit avoir un entraîneur, on doit avoir un entraîneur en tant que tel, un entraîneur qui va aider le pays, qui apporte quelque chose pour le Cameroun. Mais c'est aussi la réflexion des situations du gouvernance au Cameroun. Le FECAFOOT, la FEDE, ministère des Sports, ce n'est pas différent comme les trucs le ministère de Finances, Justice, c'est la même chose. On doit avoir les élections, on doit changer les choses au FECAFOOT. Si les choses ne changent pas, on va rester dans la même place. Très bien. Alors, juste 30 secondes à Maître Joseph Biliga pour évoquer cette reconduction de Volker Finke. Vous regardez le football, les prestations ou les performances des Lions indomptables, est-ce que cela pèse en sa faveur? Moi, je note quand même, je suis pas un fan de sport. Là, ça, je peux vous le dire, du football, de manière générale. Je regarde un peu ça de manière éloignée. Mais je note quand même que lorsque Finke est arrivé, on a applaudi. Les premiers résultats après le départ de Tofis, on disait partout, oui, on est en reconstruction, c'est formidable, c'est formidable, c'est formidable. Jusqu'au moment où on se rend compte qu'il a commis, entre guillemets, des fautes au niveau de la composition de son équipe, en laissant par exemple un jeune comme Clinton Ndiaye, et les gens ne comprenaient pas comment ce gars qui a quand même montré... C'était lors de la Coupe d'Afrique. Voilà, donc je pense que c'est cette erreur-là. Si ces gens, peut-être ce jour avaient joué, et un autre encore, et que le Cameroun avait peut-être gagné 1 ou 2 matchs, on ne parlerait pas de Volker Finke en échec total. Vous venez de donner comment je veux dire, son bilan. Ouais. Son bilan. Et on voit bien qu'il y a beaucoup plus de victoires que d'échecs, que de défaites. Mais moi, je dis l'essentiel... Pour Charles, ce ne sont pas des arguments qu'il faut. Hein. Non, moi je dis, il ne faut pas qu'on oublie, il ne faut pas qu'on soit amnésique. Il y a quelques mois, on aurait pu le faire monter sur on l'aurait porté sur un trépied en disant voilà un grand entraîneur. Lorsqu'il a comment je dis ça, aligné des victoires. Par la suite, peut-être à cause d'un mauvais classement, le Cameroun n'a pas atteint son objectif. Pour moi, vraiment, qu'il soit là ou pas, ne nous embêtez pas grand-chose. Je vous le dis en toute honnêteté, ça ne change rien dans ma tête. On va certainement revenir sur cette question des Lions indomptables. Vous savez, il y a beaucoup d'échéances qui arrivent. Pour l'instant, on va s'arrêter là pour cette édition de Droit de réponse. Merci à vous, Charles Mongué, d'avoir accepté cette invitation. Le remerciement également à nos chers avocats sur ce plateau, Maître Joseph-Claude Biliga et Maître Félix Agbo Congo. Thank you to you, sir. Thank you. Et merci également à Sam Séverin Ango d'avoir accepté de partager ce plateau avec nous ce dimanche. Droit de réponse pour ce dimanche, c'est donc terminé. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir été au rendez-vous. Merci d'être encore avec nous dimanche prochain. Au revoir.